Bonjour tout le monde. Je suis à l'Université de Nantes, chercheur au CRTI, donc c'est un centre immunologie. Bon, rien à voir avec ceci, mais je vais vous parler quand même de l'épigénétique et d'un côté qui n'a pas encore été relevé ce matin. C'est plutôt le côté de la biologie moléculaire associée à l'épigénétique. Donc, et je vais commencer par aussi un aspect historique. La première manip épigénétique qui a mené à toutes les découvertes dont vous avez parlé ce matin a été faite dans la bactérie. Et c'est l'immunoprécipitation de l'ARN polymérase 2, et vous voyez ici, et avec l'anticorps. Et en fait, quand on traite avec l'IPTG, on retrouve l'ARN polymérase sur le gène LAC, vu qu'il est activé. Et du coup, on sait que cette polymérase, elle est présente sur ce gène-là. Et depuis 40 ans, maintenant, la technique de détection d'ADN via l'immunoprécipitation n'a pas vraiment changé beaucoup. Ça, c'est la technique. Donc, on prend les cellules, on les lyse, on ajoute un anticorps contre une cible, notamment les histones maintenant. On enlève toutes les protéines et ensuite, donc dans les années 80, c'était des radioisotopes, ensuite la PCR, le microarray, et aujourd'hui, on fait exclusivement du séquençage. Donc, on détecte l'ADN attaché aux protéines. Moi, j'ai fait ça durant mon doctorat, où j'ai étudié un facteur RAD1 qui interagit avec la polymérase 2 dans la levure. Et j'utilisais la méthode du coup chip-chip, donc on prend l'ADN qu'on met ensuite sur un microarray, et du coup on couvre tout le génome de la levure à ce moment-là. Et ça, c'était la maximum résolution qu'on avait à ce moment-là. Et j'ai pu ainsi démontrer que la polymérase, pendant qu'elle voyage le long des gènes, elle est associée à ce facteur d'élongation RAD1. Donc j'ai pu montrer qu'ils co-interagissent le long des gènes dans la levure. Tout ça pour mener aujourd'hui à la technique du chip sec. Donc là, on fait le chip, mais on séquence ensuite, on immunoprécipite des histones, et ensuite on regarde où ils sont liés dans l'ADN au niveau du génome total. Et la question qu'on s'est posée il y a maintenant 10 ans, c'est quand on fait un chip, quelle modification des histones on veut sélectionner? Et on a fait une étude, on a comparé toutes les modifications d'histones disponibles à ce moment-là, et on a trouvé que les meilleurs prédicteurs de la chromatine active sont la histone H3 K27 acetylée, qui a été mentionnée déjà ce matin. Et cette modification de l'histone, elle marque les enhancers actifs et les promoteurs actifs. Et ça veut dire quoi, ça? Du coup, plus concrètement, je vais illustrer ça avec un exemple des cellules souches. Donc ça, c'est des cellules souches en culture, où on a fait un chip sec dessus de la marque H3K4ME1. Vous voyez le pointeur ou pas? Non. Et donc le panel du haut, et lui, il marque un in-insert. Là, on voit au milieu que la K27, il n'y a pas d'enrichissement. Et on voit qu'en bas, au promoteur du gène neuroglycan, là, il y a un pic de H3K4ME3. Donc, les deux K4ME1 et ME3, ils marquent les in-inserts et les promoteurs. Par contre, ce gène-là, il n'est pas transcrit dans ces cellules souches-là à ce moment-là. Donc, il est marqué, donc il y a une région de régulatrice, mais il n'est pas active. Par contre, quand on différencie ces cellules en neuroprogéniteurs, là, ce gène est activé, il est exprimé. Il y a, au niveau du in-insert, apparition de la H3K27, et aussi au niveau promoteur, il y a un pic de H3K27. Donc là, ce promoteur, il est actif et il transcrit ce gène-là. Donc ça, c'est un exemple. Et il y en a des milliers de ces in-inserts-là qui sont prémarqués par la K4ME1 à travers le génome des cellules souches. Et quand ils sont différenciés, ces gènes prémarqués sont activés et transcrits
ils sont marqués par la K27, ils sont donc activés dans les neuroprogéniteurs. Donc, ça nous ramène à ce modèle de régulation de transcription, où nous avons des enhancers qui contiennent les facteurs de transcription, qui acétylent la H3K27, et qui acétyle aussi le promoteur, qui ensuite induit l'expression des gènes. Et nous, on regarde spécifiquement la marque H3K27 parce qu'elle est seulement sur les régions régulatrices, sont les enhancers et promoteurs actifs. Et vous voyez ici qu'il y en a qui sont vraiment précisément sur le promoteur, et ici, vous voyez, c'est un enhancer. Donc ça, c'est des régions qui contrôlent l'expression de ces gènes-là. Et moi, je vois ça un peu comme des leviers qui sont up and down, qui sont activés ou désactivés à ce moment précis-là où on fait la mesure. Et du coup, ça nous permet de comparer deux différentes conditions et voir qu'est-ce qui est on et qu'est-ce qui est off dans ces différentes conditions-là. Là, pour ramener ça à la génétique, on voudrait savoir si, bon, ça c'était il y a 10 ans, on le sait aujourd'hui, mais on voudrait savoir si la variation non codante affecte l'état de ces enhancers-là. Et ça peut avoir un effet sous-séquent. Et on sait des analyses GWAS que la majorité de la variation génétique qui cause un phénotype, elle est non codante. Donc il faut bien qu'il y ait un intermédiaire qui va ramener le non codant à un phénotype. Et du coup, l'hypothèse est évidemment que ça se passe via les régions régulatrices. On a donc fait une expérience, on a pris 60 individus d'une population saine. Là, c'est les Yoruba, qui est une population nigériane. On a acheté les lignées cellulaires et on a fait un chip sec dans ces 60 individus. Et ensuite, on peut se poser la question, est-ce que la variation épigénétique, elle est due à génétique ou autre chose? Donc, dans ces 60 individus, nous avons donc à peu près 55 000 enhancers, ou régions régulatrices, et sous-jacent de ça, on a un demi-million de SNPs. Et la question est maintenant, est-ce que ces SNPs, ces variants, est-ce qu'ils vont affecter la hauteur de ce pic-là, comme montré dans cet exemple? Un homozygote G, un hétérozygote et un C. Et pour identifier des variants qui affectent la hauteur du pic, on fait une régression linéaire simple. Donc on regarde si dans la population, la hauteur du pic varie en fonction du génotype associé. Et en faisant ça sur les 55 000 enhancers et le demi-million de SNP, on identifie à peu près 8 000 QTL, donc des variants qui altèrent la hauteur du pic local. De quoi ça a l'air plus en détail? Ici, il y a un exemple. Vous voyez le gène STAT4, donc c'est un gène, un facteur de transcription immunologique très important. Et vous voyez qu'ici, les homozygotes A, ils ont un haut pic, les hétérozygotes, ils ont un pic moyen, et les GG, ils ont un petit pic. Et le HAQTL, il est montré ici. Donc c'est un SNP qui altère la hauteur du pic. On voit ça dans la population complète. Donc effectivement, il y a une corrélation entre la hauteur du pic et le génotype. Et aussi, quand on regarde l'expression du gène, on voit que l'expression varie en fonction du génotype de ces patients, de ces individus-là. Donc c'est un QTL qui affecte la chromatine, mais aussi l'expression du gène. Et il se trouve que ce variant est aussi un GWAS-SNP connu pour être impliqué dans une maladie auto-immune, le Behçet disease. Et il y a ces trois variants-là qui sont en linkage parfait. Et là, du coup, on a un bon candidat pour que lui, c'est vraiment celui qui cause le phénotype. Parce qu'il varie l'état de la chromatine, il varie l'expression, et potentiellement, il contribue à la maladie auto-immune. Donc, par quel mécanisme ces variants vont causer l'altération de la chromatine, de l'acétylation? Évidemment, la logique, le mécanisme le plus logique, c'est qu'il altère les sites de liaison des facteurs de transcription. Donc ils peuvent mieux ou moins bien liés, et du coup, ils vont altérer l'état de la chromatine et ensuite la transcription.
Et effectivement, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que les 8000 QTL qu'on a identifiés sont effectivement enrichis pour des sites de liaison de facteurs de transcription. Donc là, on a un mécanisme direct entre la génétique et un phénotype, la chromatine et la transcription. Donc là, je vais vous parler plus de l'effet global, ou le genome-wide, ou l'épigénomique des changements de la chromatine en comparant une cohorte malade versus une cohorte saine. Et la cohorte où on a fait notre première étude, c'est sur l'autisme. Et l'autisme, c'est une maladie que je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous allez plutôt m'expliquer, mais ce que je sais, c'est que les causes sont très variables. Il y a des milliers de gènes qui sont connus pour être impliqués dans l'autisme, mais il y a aussi des formes secondaires ou ce qu'on dit syndromiques, où par exemple la duplication du bras 15q cause l'autisme. Donc nous avons fait une étude sur une cohorte de patients dans 3 régions du cerveau différents. Nous avons fait notre ChIP-seq là-dessus, en comparant à des donneurs sains. C'est tous des échantillons post-mortem. Et quand on prend l'épigénome complet de ces patients-là, on peut le regrouper par similitude. Donc là, c'est une clustering par similitude. Ceux qui sont proches se rassemblent. Et on voit qu'on regroupe le profil épigénomique des patients versus les contrôles. Une autre façon de représenter ça, c'est par une PCA, une réduction de dimension. On voit que les patients en rouge ont un profil épigénétique qui est distinct de ceux des contrôles. Et ce n'est pas parfait, évidemment, on voit qu'il y a des outliers. Donc c'est pas... Mais pour une maladie qui est extrêmement hétérogène, là, on voit clairement qu'il y a un tronc commun de changement épigénomique dans ces patients-là. Donc, qu'en est-il de la cause? Donc, on a la forme syndromique, où là, il y a un endroit qui est cassé, dans ce cas dupliqué, versus les milliers de gènes qui sont potentiellement causants ou des causes inconnues. Donc, comment ça va affecter le profil épigénomique? Et il se trouve, quand on compare les deux situations, ils sont très similaires. C'est-à-dire que le profil épigénomique, donc ici, chaque point est un pic, donc un in-insert ou un promoteur, sont similairement altérés, donc il y a une bonne corrélation entre les deux, dans ces deux conditions-là. Ça veut dire que ce qu'on mesure là, c'est plus la réponse au problème versus la cause. On va dire la cause est indépendante du profil épigénomique qu'on voit. Sauf que vous voyez ici, il y a des pics en rouge ici. Et ça, c'est les pics qui sont en fait sur le bras 15q. Et du coup, vu qu'il y a 3 allèles, on le mesure plus fréquemment. Il y a un plus dans le 15q dup que dans les autres. Donc maintenant qu'on voit qu'il y a un profil, une signature épigénomique commune dans les patients d'autisme, on peut aller voir plus en détail qu'est-ce qui change plus précisément. Et pour trouver des gènes clés ou des disease genes ou des gènes impliqués dans la pathologie, on peut classifier les gènes en fonction de l'importance régulatrice. Je vais expliquer ce concept-là. Donc ici, vous voyez un gène très simple. Il a un enhancer qui est on. Donc ça, c'est un gène de ménage. Donc il est on ou off. Et quand il est off, la cellule, elle va mourir, donc ça n'a pas de sens. Par contre, un facteur de transcription développemental qui va diriger les cellules dans une direction précise ou un facteur immunologique qui va potentiellement induire une réponse endommageante à l'autre, il faut finement réguler ce gène-là. Du coup, il y a beaucoup de régions régulatrices autour de celui-là qui vont donc intégrer des informations pour précisément réguler ce gène-là. Donc, on a fait notre liste dans l'autisme et je vous montre un exemple. Ici, ça c'est le gène CX3CR1, un récepteur immunologique, qui est un des plus down-régulés dans le profil épigénomique de tous ces patients-là. Et il se trouve, quand on mute ce gène-là dans la souris,
ces souris-là vont avoir un phénotype qui ressemble à l'autisme. Donc, ça nous a permis donc d'identifier un gène qui est potentiellement clé dans le rôle, dans la réponse à l'autisme. Par contre, on ne l'a pas retrouvé en transcriptome parce que bon, il est différent, donc il est bien réduit, il a un p-value, mais il ne passe pas la Fold Discovery Rate, le truc, seuil de hypothèse multiple, excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude de... Voilà, la FDR. Donc les changements sont minimes, mais vu qu'on a cette classification de régulation, on le retrouve avec l'épigénome. On a trouvé d'autres gènes. Donc ça, c'est hashtag 4 et Green 2B. Donc ça, c'est deux gènes qui sont très connus aussi dans l'autisme parce qu'ils sont fréquemment mutés. Donc, où ils sont mutés dans l'autisme, ou ici, ce que vous voyez, c'est qu'ils sont épigénétiquement altérés. Donc là, ça c'est la première étude qu'on a fait. Est-ce que ça c'est applicable dans aussi d'autres maladies complexes? Nous avons fait une étude aussi dans l'Alzheimer disease. Là encore, on a une cohorte de contrôle et une cohorte de patients de même âge. Et on voit que là encore, le profil épigénomique de ces patients-là se ressemble. Il est distinct du profil épigénomique. Et ce qu'on a trouvé dans cette étude-là, c'est que les gènes les plus dérégulés, c'est des gènes connus d'Alzheimer. C'est PSN et Tau. Et ceux-là, ils sont mutés dans la forme juvénile d'Alzheimer et qui est précoce, donc qui arrive beaucoup plus tôt. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans l'Alzheimer tardif, qui est l'Alzheimer général, on les voit épigénétiquement altérés. Donc ça, c'est sur des maladies complexes. Je voudrais maintenant revenir un peu plus vers la clinique ou la recherche des maladies rares. Mais je vais illustrer ça par un exemple tiré de l'immunologie. Et là où on a fait une délétion de deux gènes, donc de deux transporteurs, et qui sont connus pour être importants, mais on ne sait pas à quoi ils servent. Et ils sont exprimés dans les cellules présentatrices d'antigènes. Et ils sont l'un à côté de l'autre, donc on peut les enlever tous les deux d'un coup. Et du coup, le but, c'était de savoir qu'est-ce que fait ce gène-là. C'est quoi les conséquences de déléter ce gène-là? On a fait évidemment un profilage épigénomique et on voit qu'il y a des pics qui sont up-régulés et down-régulés dans le double KO versus la souris wild type. Et on trouve des gènes qui sont épigénétiquement altérés, et notamment des gènes qui sont associés à la présentation d'antigènes. Donc on peut quantifier ça plus précisément en utilisant du gene ontology. Donc on fait un test d'enrichissement sur des pathways connus, et on voit qu'il y a le MHC, la présentation d'antigènes, des gènes de ceux-là qui sont altérés dans le double KO. Donc nos collaborateurs, ils ont ainsi pu utiliser cette hypothèse et démontrer qu'effectivement la présentation d'antigènes est altérée. Bon. La raison pourquoi je vous montre ça, c'est que ce mécanisme-là, il est indépendant de la transcription, il est indépendant de l'épigénomique. Par contre, ce que nous, on a vu, c'est qu'il y a un mécanisme de compensation qu'on a mesuré au niveau de l'épigénome qui est dans le noyau, qui dit, bon, il nous faut ces gènes-là, la présentation d'antigènes ne fonctionne plus. Et c'est ce concept-là, cette réponse globale, certainement inattendue, qui je pense, qui est relevant et qui pourrait peut-être aussi répondre à la question préalable sur pourquoi le hashtag cause des effets de... le blocage de hashtag inhibiteur cause des changements de méthylation. Et du coup, on va revenir à la génétique clinique. Et ça, c'est un projet qu'on a fait avec le groupe de Stéphane Béziot, Bertrand et Sébastien Curie. Et
eux, ils ont trouvé que BAP1, des patients qui ont une mutation d'un BAP1, ont des problèmes de neurodéveloppemental. Du coup, ils nous ont donné ces cellules-là et on a fait un chip sur les parents et les patients. Cette fois-ci, c'est les cellules circulantes, les PBMC. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que ces patients-là sont épigénétiquement différents. Et effectivement, c'est le cas. Donc on voit que les parents, les donneurs sains en rouge, donc les parents, sont similaires et que l'individu 1 et 5, qui ont la mutation dans BAP1, sont un profil épigénomique distinct. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la BCR, mais la première variance, elle sépare, ça c'est la variance la plus forte, on voit que, c'est elle qui sépare les deux familles. En fait. La deuxième composante, c'est la deuxième la plus forte, évidemment, et c'est elle qui sépare la maladie. Donc il y a un effet qu'on voit familier et aussi un effet génétique dû probablement à la mutation. Si on regarde spécifiquement les régions qui sont altérées, on retrouve qu'il y a beaucoup de gènes qui sont associés à l'ubiquitination. On peut quantifier ça et effectivement, la plupart des gènes qu'on a trouvés altèrent l'ubiquitination. Ce sont des gènes qui sont impliqués dans le pathway d'ubiquitination. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que la BAP1 est une désubiquitinase. Donc il semble que les conséquences de la mutation induisent un changement épigénomique qui répond à ce blocage probablement dans le pathway de l'ubiquitination. Nous avons fait une deuxième étude avec Bertrand encore, et cette fois-ci sur SYN3B, où ils ont eu des patients qui ont la mutation SYN3B, et ils ont trouvé que à cause de déficience intellectuelle et aussi de l'autisme. C'était déjà connu pour des mutations dans SYN3A. Et du coup, on a analysé les deux familles, une famille SYN3A, une famille SYN3B. On a pris les PBMC, on a fait le chipset dessus. Et ici, je vous montre la PCA. Et vous voyez que les individus encore qui ont la mutation sont distincts qui ont un profil épigénomique distinct que les parents et le frère. Et ce qui n'est pas étonnant, mais ce qui est flagrant quand même, c'est qu'il y a une hyperacétylation sur des régions bien précises. Et bon, ce n'est pas étonnant parce que c'est un complexe de répresseurs, donc il semble que sur certaines régions, il y a une hyperacétylation. Donc plus les gènes sont augmentés, donc plus acétylés, lorsqu'ils ont la mutation. Et les régions, ils sont partiellement similaires. Donc, vous voyez ici le patient SYN3A et le SYN3B. Ils sont partiellement overlapping, mais il y a aussi des régions qui sont spécifiques à l'un ou l'autre mutation. Donc là, on a produit un phénotype moléculaire dans les cellules circulantes. Donc, ça n'a rien à voir avec le problème neurodéveloppemental ou déficience intellectuelle, mais ça projette un mécanisme potentiel, une hypothèse de comment ce gène-là contribue à... c'est quoi les conséquences des mutations de ce gène-là dans les cellules circulantes et du coup, sûrement aussi lors du développement. Donc, voilà. Le concept, ça ne change pas. La génétique, l'environnement et le développement, ça contribue à un phénotype. Par contre, j'espère que je vous ai quand même introduit qu'il y a l'idée que certains mécanismes passent par la chromatine, notamment les interactions locaux, où des variants vont causer des altérations dans la chromatine qui peuvent avoir des conséquences d'expression. Plus le gène est régulé, plus il est probablement important dans ces situations-là, et ça peut nous amener des nouvelles hypothèses à comment la maladie, comment ces gènes sont impliqués dans la maladie, identifier des nouvelles pathways et cibles. Et finalement, on voit qu'il y a souvent des compensations qui arrivent. Ce n'est pas
exactement d'où ils viennent, mais voilà, ils sont là. Et voilà, si je vous ai convaincu, j'espère que vous allez venir acheter des produits comme le Epigenetic Shampoo, très utile. Et peut-être vous allez cuisiner des recettes épigénétiquement différentes. Et, bon, un peu de vraie pub. Donc, moi, j'ai un laboratoire de génomique fonctionnelle. Donc, nous, on fait l'épigénomique, transcriptomique, beaucoup de single cell génomique maintenant. Ça, c'est pour remercier Cynthia qui gère la partie expérimentale. Donc, on fait tout des cellules jusqu'au séquençage, qui est ensuite fait par notre équipe de bioinformaticiens qui vont analyser les données séquençage, et les doctorants, postdocs, qui, eux, vont faire les analyses fines, comme je vais vous montrer ici. Tous les résultats ont été faits par Alice, qui vient de finir son doctorat. Et le plus important, c'est nos collaborateurs, et encore, notamment le groupe de Stéphane Béziot, où nous avons commencé les projets et qui continue plus loin. Et merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je voudrais souligner que Jérémy est allemand, hein, c'est ça? Oui, et ça. Donc, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de présenter en français. Bon, c'est la deuxième fois, ça va mieux. C'est pas si habituel que ça, mais je voulais quand même le signaler parce que c'est un bel effort. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Brigitte? Oui, bonjour, merci, c'était très intéressant. Si j'ai bien compris, donc vous êtes plutôt, que les épisignatures sont des conséquences plutôt d'anomalies génétiques de l'ADN quelque part. Oui. Et du coup, concernant vos signatures dans l'autisme ou dans l'Alzheimer, est-ce que vous pensez que ça pourrait nous aider, ou aider nous, je ne sais pas, mais au diagnostic? C'est-à-dire on voit pas mal de patients avec Alzheimer, pas trop, mais autisme, où on n'a pas de cause à apporter. Et s'ils avaient cette signature, est-ce qu'on peut dire un argument qui, associé au diagnostic clinique d'autisme, peut renforcer le diagnostic? Oui, effectivement, je pense que là où le diagnostic est difficile, est-ce qu'une signature non biaisée, qui mesurait sans l'input du patient, pourrait apporter au médecin une aide à la décision. Ouais. Notamment, on fait ça aussi dans les maladies psychiatriques maintenant, parce que là aussi, tout est basé sur le comportement du patient, sur la question-réponse entre les médecins et les patients, et du coup, avoir un avis non biaisé peut aider à la décision médicale. Oui. Oui, bonjour. J'ai trouvé beaucoup intéressant votre exposé. J'avais une question par rapport à la corrélation entre enrichissement de marques épigénétiques et variations sous-jacentes. On s'attend que les variations aient un effet plus fort lorsque elles soient localisées au niveau des promoteurs, ou en général au niveau des régions régulatrices proximales, par rapport à celles qui sont plus distales. Donc, je me posais la question si vous avez essayé de stratifier vos données par rapport à les effets forts ou faibles concernant les différents éléments des régulations touchés. Oui, effectivement, il y a des différences dans la force. Ce qu'on a trouvé, c'est que les variants dans les enhancers impactent plus la région locale que le promoteur. Le promoteur semble être un peu protégé par ça. Et pour ensuite identifier des signatures épigénétiques, je pense qu'il faut mélanger les deux. Ça augmente la complexité du système. Si on se réduit au promoteur, c'est comme on pourrait faire du transcriptome aussi, je dirais. On enlève toute la partie au-delà de la transcription. Oui, je trouve très intéressant, c'est quand tu montres que pour l'autisme, il y a un profil d'épisignature commun, et tu distingues des sujets contrôle. Mais au topo d'avant, on montrait que par maladie, il y avait une épisignature spécifique par maladie. Alors, je ne sais pas si c'est contradictoire ou pas. Oui, tu veux dire que
Ben, nous, on n'a pas regardé dans d'autres maladies. Donc, le diagnostic différentiel entre autisme et une autre maladie neurodéveloppementale, on ne l'a pas fait. Est-ce que c'est la même ou pas? C'est ça que tu réfères à? On ne l'a pas fait, donc je ne peux pas te dire la réponse, si c'est ça. Ensuite, la méthylation, c'est très différent de l'acétylation. Nous, ce qu'on mesure, c'est actuel. C'est vraiment l'état à ce moment-là. Alors que la méthylation, on mesure les changements qui sont peut-être arrivés au cours du développement, et qu'on mesure encore aujourd'hui. Ou 20 ans plus tard quand on prend l'ADN du patient. Je ne sais pas si ça contribue à une réponse différente, mais en fait, je n'ai pas la réponse. Je voulais juste savoir, parce que je trouve ça fascinant, le phénomène de compensation. Ouais. Oui, le micro ne marche pas, je pense. Ouais, ben là, oui, là ça marche mieux. Là, oui. Par rapport au phénomène de compensation, est-ce qu'on pourrait l'expliquer par un changement de métabolisme cellulaire, en fait, qui justement va affecter l'épigénétique, et pas que? Oui, tout à fait. Ouais. On sait pas. Là, c'est des exemples dont on ne sait pas les causes, mais effectivement, c'est intimement associé le métabolome au l'épigénome, au changement épigénomique, et on découvre ça de plus en plus. Notamment dans les cellules immunitaires où les cellules changent l'épigénome, ils changent le métabolisme pour mieux répondre à la situation actuelle. Donc c'est intimement lié. Là, j'ai pas le recul sur cet exemple concrètement, mais oui, c'est intimement lié. La disponibilité. Je vais te passer la parole. Là, t'avais. Non, mais c'est connu, la disponibilité. Non, je répondais à Bertrand. En fait, je disais que ça dépend ce que tu regardes sur les signatures. Il y a beaucoup de choses en commun dans les signatures de Bekim. Simplement, Camille pourrait en parler aussi bien que moi. Simplement, là, il essaye de trouver des DMR qui sont spécifiques. Mais quand tu regardes les signatures, tu regardes le dernier papier de Lévy 2022, il y a énormément d'overlap. Donc, ça dépend ce qu'on regarde, en fait. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il essaye de montrer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses en commun dans ces signatures. Et là, on tire aussi parce qu'on fait contrôle versus autisme. Donc, on pourrait regarder des sous-groupes d'autisme qu'on peut phénotypiquement classifier différemment. Et là, faire des différences entre eux, oui. Mais là, on exagère. Ce qui était intéressant dans le topo d'Audrey tout à l'heure, c'est qu'il y avait quand même un profil différent. C'était tous les autres, c'était des troubles du neurodéveloppement quand même, hein, avec des maladies génétiques identifiées. Et c'était quand même différent. Mais c'était que la méthylation. Tu sais si on retrouve la même chose sur les modèles de souris autistes, une mutation de Shank 3 Oui, je pense qu'il y a un modèle de Shank 3, ouais. Il y en a différents. Donc, ouais, ils ont des mouvements répétitifs. On n'a pas fait ça. Ouais, bonne question. Bon, déjà, il va être très différent parce que c'est la souris. Ouais. Je suis désolée, on va être obligé d'arrêter parce qu'on a des horaires à respecter. Donc, merci beaucoup à tous les orateurs.